À Kinshasa, au sommaire, une alliance électorale pour une victoire écrasante. Les sociétaires de la majorité présidentielle viennent de faire un bloc. La plateforme s'est réunie autour de son secrétaire général. La liberté de manifestation publique sur demande de la présidence de la République, l'Assemblée nationale, va ouvrir le débat au cours de la session de mars. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Les dossiers urgents de la session de mars, les présidents de groupes parlementaires se sont retrouvés autour du bureau de l'Assemblée nationale. Selon le rapporteur de cette chambre, les projecteurs seront notamment tournés vers la gestion quotidienne de la CENI. On l'écoute. L'urgence de vider la question sur le remplacement des membres de l'IDPS affectés au bureau de la CENI, vu que plusieurs demandes croisées ont été enregistrés dans ce sens. C'est ainsi qu'il a été recommandé qu'une autre réunion, réunissant tous les députés du groupe parlementaire IDPS alliés, soit programmée afin d'aplanir toutes les divergences, afin de soumettre la résolution définitive à l'Assemblée plénière. La restitution de la réunion des assemblées parlementaires de la francophonie sur le processus électoral en RDC. Sur ce point, plusieurs recommandations ont été aussi formulées. La restitution de la réunion du forum des parlementaires de CIRGL, tenu à Kinshasa, ayant accouché sur les nouvelles résolutions et l'élection d'un nouveau secrétaire général permanent et d'un nouveau président à la tête de cette organisation. La restitution d'un forum organisé sous l'égide du président de l'Assemblée nationale sur la problématique de la présence de bovidés venus de l'Est dans l'ex-province de Bandundu, en transit pour Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale a également émis le vœu de pouvoir organiser un autre forum dans les tout prochains jours sur le conflit à Ituri. Après débat et amendement, tous les participants ont adopté le projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2018, dont voici la quintessence. Il s'agit notamment de 5 propositions et 3 projets de loi à soumettre à la commission mixte paritaire Assemblée nationale, Sénat. 2 lois soumises par la présidence de la République à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Il s'agit notamment de la loi sur la liberté de manifestation publique et la loi sur le tourisme. 18 propositions et 14 projets de loi comme arriérés en cours d'examen dans nos différentes commissions permanentes. 5 nouvelles matières, dont 3 propositions de loi et 2 projets de loi entendus du gouvernement, notamment la loi sur la répartition des sièges. Contrôle parlementaire, rapport de gestion de la CENI qui devra être examiné en toute priorité. Rapport annuel d'activité de la Commission des droits de l'homme. Rapport CETES de vacances parlementaires. Il est à noter que ce calendrier reste ouvert et flexible à toute modification au cours de la présente session ordinaire. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale, ce communiqué officiel, le cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale a suivi par voie des médias des déclarations selon lesquelles l'Assemblée nationale serait concernée par une opération d'attribution parcellaire sur un site foncier à Kingabwa, dans la commune de Limete à Kinshasa, en faveur des honorables députés nationaux. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous charge d'adresser à l'opinion le présent message de mise au point. À ce jour, l'Assemblée nationale n'a jamais reçu une quelconque offre d'attribution parcellaire au profit des honorables députés nationaux. Aucune demande de souscription collective à une offre d'attribution parcellaire destinée aux honorables députés nationaux n'a été soumise ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni à la conférence des présidents, moins encore à l'approbation de l'Assemblée plénière. S'agissant particulièrement des terres
exploitées par les mamans maraîchères. L'honorable président réitère son soutien à l'activité nourricière de celles-ci ainsi qu'à leurs efforts inlassables pour concourir à notre autosuffisance alimentaire, performance quotidienne qui leur fait mériter une grande considération de la part de toute la nation. Par conséquent, tout en déclinant l'offre simplement supposée de la dite attribution, l'honorable président exhorte les différentes autorités concernées, dans le respect mutuel, à veiller surtout à l'intérêt général dans le règlement du contentieux des espaces exploités par les maraîchères qui ont été honorés de la célébration de la Journée internationale des femmes cette année. Ce communiqué officiel porte la signature de Jean-Pierre Liaou, directeur de cabinet pour le cabinet de l'honorable président de l'Assemblée nationale. La MP fait bloc pour la victoire aux élections du 23 décembre. Autour du secrétaire général Obem Inakou, ils ont signé une nouvelle alliance, Médard Mbouyal Mangala. Une mobilisation tous azimuts au sein de la majorité présidentielle. Et c'est à partir de cette séance de travail entre vous, les fondateurs, les présidents des partis politiques, et lui, l'autorité morale, que le goût de la campagne électorale côté majorité présidentielle sera lancé. Ce sera le goût. Et à cette occasion, l'autorité morale de la majorité présidentielle, qui était autorité morale à la création de notre gouvernement, qui est encore autorité morale aujourd'hui, il sera encore, lui, Joseph Kabila Kabange, autorité morale de la majorité présidentielle après notre victoire d'après les élections du 23 décembre. Et donc cette autorité morale va, à l'occasion de cette séance, sceller une alliance et chacun de vous, chaque président de parti politique de la majorité présidentielle, certains sont représentés au bureau politique, d'autres à l'Assemblée, au Sénat, à l'institution, d'autres encore nulle part, mais vous êtes restés, vous avez gardé, maintenu le cap au sein de la majorité présidentielle. Regroupements et partis politiques se sont engagés pour une alliance électorale. Des représentants des 15 plateformes politiques ont apposé leur signature sur l'acte d'engagement. L'importance que nous attachons à ces élections depuis le début, parce que s'il y a une famille politique qui a cru à ces élections, c'est d'abord la majorité, la famille de la majorité présidentielle. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très fier d'avoir posé ma signature sur ce document, d'abord en tant que Congrès national congolais CNC, et ensuite en tant qu'alliance pour l'avenir à notre regroupement politique. En tant que présidente nationale de notre parti politique, la Convention des démocrates fédéralistes unis, ce défi de venir maintenant concrétiser le pacte ensemble avec la majorité présidentielle pour soutenir notre président Joseph Kabila Kabange et d'aller toujours aux élections ensemble pour gagner ces élections-là avec la CDFI. Avec tous les réajustements actuels, tout est fait pour le redimensionnement de l'espace politique congolais. Le port en eau profonde de Banana au Congo central. Le gouvernement vient de sceller un partenariat avec une firme internationale pour sa construction. Explication, Pierrot Mbousaïdi. Jadis un rêve utopique, aujourd'hui le projet de la construction du port en eau profonde, à quelques encablures de l'embouchure du majestueux fleuve Congo, dans la cité de Banana au Congo central devient une réalité concrète. Et ce, grâce à la signature officielle de la convention de collaboration entre la République démocratique du Congo et la société Dubai Port World Africa Logistique. Une signature qui va lancer le démarrage des travaux de cette infrastructure portuaire, un projet gouvernemental aux grandes retombées transversales. 1863, l'idée de l'érection d'un port en eau profonde à Banana est sur les lèvres des dirigeants. De 1863 à 2016,
soit durant 153 ans. Et oui, 153 ans. On n'a pas pu trouver la perle rare. Aujourd'hui, ces choses faites, plusieurs décennies après, avec la détermination et perspicacité d'un homme naviguant à contre-courant de plusieurs intérêts et pressions multiformes, en la personne de son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, à qui j'exprime mes hommages les plus déférents, et qui, dans sa vision de la révolution de la modernité, donne aux Congolaises et Congolais l'opportunité de transformer ce rêve en réalité. La construction de ces grands ports en eau profonde de la sous-région, qui sera exécutée par DP World, va booster les aspects positifs de l'économie de notre pays. Le port de Banana va créer un lien très fort avec le commerce mondial. Nous avons fait un port, une zone logistique. Et ça va permettre à la République démocratique du Congo d'être indépendante sur le transport de marchandises grâce au port de Banana. L'érection de ce port en eau profonde à Banana va marteler la souveraineté de la République démocratique du Congo dans le secteur du transport maritime sur l'échiquier mondial. Le gouvernement boycotte la conférence de Genève sur l'aide humanitaire pour la République démocratique du Congo. Les motivations de ce refus sont données par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila. Il fait l'intérim du Premier ministre. Voilà, avant de retrouver cette réaction du vice-premier ministre, direction le quartier général de la police où a eu lieu aujourd'hui la cérémonie de prise d'armes. Henri Movasakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été présenté à ce corps Edichala. C'est un cérémonial qui observe un rite séculaire dans la présentation des nouvelles autorités tutelles de la police nationale congolaise. Nommé le 15 février dernier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, Henri Movasakani a été présenté ce vendredi par le commissaire divisionnaire principal, commissaire général de la police Dieudonné Amouli, aux agents et cadres de la police nationale congolaise au cours d'une cérémonie de prise d'armes. Comme rituel de la prise d'armes, après les honneurs, Henri Movasakani a passé les troupes en revue. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, a ouvert le banc et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, s'est installé à la tribune et a prononcé un discours à l'intention de toutes les unités de la police nationale congolaise, dont des échantillons s'étaient rangés devant lui. Dans un discours d'une rare clarté, Henri Movasakani a salué le travail de maintien de l'ordre public et de sécurité qu'abat la police nationale congolaise. Pour cela, la police nationale congolaise mérite des éloges sans égal et en tout état de cause, l'agent de la police doit faire preuve d'honorabilité en toutes circonstances et respectabilité à chaque instant. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a rappelé aux policiers qu'ils sont les premiers défenseurs des droits de l'homme et exigent d'eux la discipline et la bienséance. La police nationale congolaise n'a aucun intérêt à se mettre le peuple sur le dos. Elle a l'obligation de travailler en faveur de la confiance du peuple en elle. C'est un travail ardu et surtout ingrat. Henri Movasakani a terminé son speech par la promesse d'améliorer les conditions de travail du policier. Avant de descendre de la tribune, le vice-premier ministre Henri Movasakani a présenté son vice-ministre, Basile Olongo. Le commissaire général de la police nationale congolaise, Dieudonné Amouli, est revenu à la charge. Il a fermé le banc et le défilé de circonstances a commencé. Devant toutes les autorités présentes, au nombre desquels se trouvait le gouverneur de la ville-province Kinshasa, André Kimbutayango, les commissaires généraux adjoints, les commandants des grandes unités et les directeurs chefs des services centraux de la police nationale congolaise, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Henri Movasakani, a eu droit à quelques simulations de la Légion nationale d'intervention, l'ENI, et de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Les gens avec qui on va travailler, nous devons nous connaître. Et donc, j'ai été nouvellement nommé, donc il est question que les hommes de troupes, les officiers et les sous-officiers me connaissent. La troisième réunion de l'initiative mondiale sur les tourbières s'est tenue au Congo-Brazzaville. Thème choisi, valoriser les tourbières pour la population de la planète. Jojo Ndibou. Une signature, des accolades,
Ces gestes qui paraissent simples traduisent pourtant tout l'engagement de la République démocratique du Congo, de la République du Congo et de l'Indonésie à promouvoir et à valoriser les tourbières. Cet engagement qui intervient ainsi à l'issue de ces dialogues entre les ministres de l'Environnement de ces trois pays, couverts par de vastes étendues, des tourbières, et le secrétaire exécutif de l'ONU Environnement, ouvert solennellement par le Premier ministre du Congo-Brazzaville, représente pour la RDC l'extension au plan international des actions menées en interne sur les plans politiques, juridiques et institutionnels pour la préservation de cet écosystème qui joue un grand rôle dans l'atténuation des effets du changement climatique, tel que le souligne le ministre de l'Environnement et Développement durable, Ami Ambatobe. Ces panels qui tombent à point nommé est tout indiqué pour ces acteurs de s'inspirer chacun des expériences de l'autre. Au bout d'une heure d'échange, ces derniers en sont arrivés à accorder leur violence sur plusieurs actions à mener en faveur des tourbières. Les engagements ainsi pris, il revient à présent à chacun de les respecter et de les traduire en actes. Et les trois ministres comptent sur l'implication de toutes les instances supérieures de leurs pays respectifs et l'accompagnement de la communauté internationale pour l'atteinte de ces objectifs. Était présent à cette conférence internationale sur les tourbières du bassin du Congo, le ministre des Hydrocarbures, Ngoïmou Kenalousa Diesse, étant donné que la question de la tourbière fait intervenir les gisements de pétrole. La troisième réunion des partenaires de l'initiative mondiale sur les tourbières a vécu à Brazzaville-la-Verte, plus précisément à Maya-Maya, du 21 au 23 mars 2018. Nous sommes là en République du Congo. En clair, les tourbières sont des sources naturelles qui retiennent les tonnes de carbone capables de lutter contre le réchauffement climatique, dont une grande partie se trouve en RDC et en République sœur du Congo-Brazzaville. Après l'ouverture de ces assises par le Premier ministre de la République du Congo, Clément Mwamba, les participants ont assisté à la conférence de presse à laquelle ont pris une part active la ministre de l'Environnement et des Forêts de l'Indonésie, la ministre du Tourisme et Environnement de la République du Congo, le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, qui avait à ses côtés son collègue des hydrocarbures et le directeur exécutif de l'ONU Environnement. Dans son intervention, le ministre des hydrocarbures de la RDC, Ngoïmou Kena, a fait savoir aux participants qu'il était l'homme le plus heureux de la tenue de ces assises axées sur la gestion des tourbières, car les études ont démontré qu'il est possible de préserver et de valoriser les tourbières tout en exploitant les richesses telles que les hydrocarbures que l'on retrouve dans certains endroits où l'on a découvert les tourbières en RDC, cas de la cuvette centrale et autour du lac Tumba, ainsi qu'à l'orée de la forêt équatoriale, sans toutefois déranger l'écosystème de telle sorte que cela profite aux communautés riveraines, la dite exploitation. Le gouvernement regrette les morts suite aux violences et promet l'amélioration de la sécurité de population. Propos de la ministre des Droits humains à Genève. On écoute Marie-Ange Mouchobé. Je reconnais que la tâche ne sera pas facile pour nous, comme dans tous les pays du monde où le strict respect, la protection et la promotion des droits de l'homme demeurent un défi quotidien. Chaque jour qui passe, nous nous réveillons avec la ferme volonté de faire mieux et dans la pratique, nous faisons beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Nous corrigeons également nos erreurs et avançons avec le soutien personnel du président de la République, Joseph Kabila. J'ai suivi avec attention particulière et entendu des critiques et reproches envers le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous regrettons profondément que plusieurs personnes aient trouvé la mort au cours des manifestations publiques organisées l'année dernière et au début de cette année. Des morts enregistrées dans les rangs de l'opposition, de la majorité, de la société civile, ainsi que des forces de l'ordre. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces personnes ont été tuées, sont condamnables et les auteurs de ces crimes répondront de leurs actes devant la justice. La vie humaine est sacrée et nous veillons chaque jour que tout le monde intègre et respecte ce principe universel. Ce que je viens d'énumérer n'est pas suffisant, diraient certains.
Mais c'est déjà un grand pas, diraient d'autres. Cela dépend de ce que chacun décide de voir. Pour notre part, nous sommes déterminés en tant que gouvernement à honorer les engagements que nous avons pris devant ce Conseil, le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme. Tout ne changera pas d'un coup de baguette magique, mais dans la persévérance, nous allons y arriver et j'y crois. L'ONU-SIDA vient de publier un rapport sur le soutien aux enfants orphelins du SIDA et PVV. Le rapport a été présenté ici à Kinshasa. C'était au Kempinski Hotel Luisette Nsakalamala Sagir Kabamba. 30 femmes ont répondu présentes à l'invitation de l'ASBEL, la main sur le cœur. Il s'agit des femmes leaders, femmes commerçantes, élues du peuple, chefs d'entreprise, etc. Toutes ces femmes sont venues soutenir l'initiative de l'ONU-SIDA sur la prise en charge des enfants orphelins du SIDA et des PPVIH, personnes vivant avec le VIH. Dani Niembwe, présidente de la main sur le cœur, très dévouée à cette cause, exprime sa satisfaction. Pour nous, c'était une réussite parce que vous avez vu dans la salle, les gens posaient des questions et je crois que pour nous, c'est vraiment quelque chose de favorable et on a compris que toutes ces femmes qui sont venues aujourd'hui vont s'impliquer dans la lutte contre le sida. Le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga, a réitéré le soutien du gouvernement à cette initiative. Donc les mamans sur le cœur, dès le départ, je les ai soutenues parce que ce sont les premières qui m'ont vraiment ramené des informations du chevet du malade. Donc pour moi, cette initiative est une initiative qui a vraiment notre soutien le plus total par son côté pragmatique, par son côté aussi très généreux. Et donc nous espérons en tout cas que cette initiative ne s'arrêtera pas seulement à Kinshasa, que d'autres mamans dans d'autres provinces prendront le relais. En RDC, un enfant sur 4 est considéré comme un OEV, orphelin et enfant vulnérable, selon les statistiques de l'ONG La Vie pour tous. Les participantes à ces 2 journées de plaidoyer ont émis le vœu de voir les partenaires accorder un appui technique et financier important aux structures d'accompagnement des OEV. Quelles sont les avancées enregistrées par la RDC dans la riposte contre la tuberculose? Les scientifiques du programme de lutte contre cette maladie viennent de présenter des statistiques. C'était au cours d'une matinée scientifique organisée en prévision de la célébration demain 24 mars de la journée internationale de la tuberculose. Rodé Panda. 1000 morts chaque jour dans le monde dus à la tuberculose à travers le monde. Parmi les 30 pays du monde à lourde charge de la tuberculose, la République démocratique du Congo est 2e en Afrique avec une charge élevée de la tuberculose au VIH-Sida et la tuberculose multirésistance. La population doit en être informée. Parmi les outils de sensibilisation pour bien informer le média reste le moyen le plus efficace. En prélude de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, les professionnels des médias et communicateurs en santé de toutes les chaînes de Kinshasa étaient premiers à être informés et sensibilisés sur l'état d'avancement de la tuberculose en RDC. Eux, à leur tour, pourront faire les relais et sensibiliser la population. Madame Mabel Unga Guzlaine, directrice de la Ligue nationale anti-tuberculose et l'EUPRE, fait l'état de lieu de la maladie. Le thème mondial, c'est ne laisser personne de côté. Et le thème national, c'est rechercher tous les cas de tuberculose là où ils sont. Alors, nous avons donc voulu donner l'information aux journalistes pour qu'ils soient vraiment impliqués dans cette journée, qu'ils puissent donner la bonne information surtout. Et nous avons interpellé pour leur dire que le message doit passer non seulement lors de la JMT, mais tous les jours, nous aurions bien voulu que la population soit sensibilisée sur cette maladie qui est très grave, surtout que la RDC fait partie des 30 pays qui payent ou qui portent la lourde charge de la tuberculose, et le 2e en Afrique, comme on vous l'a dit. Et si on découvre qu'il y a la tuberculose, le traitement est gratuit sur toute l'étendue de la RDC. Les unités de production d'eau potable à Kinshasa répondent-elles aux normes? En tout cas, une équipe d'enquêteurs du ministère de l'Énergie vient de descendre sur le terrain pour recueillir des éléments. Explication dans ce reportage. Nous avons voulu montrer à la face de l'opinion publique de la République démocratique du Congo comment l'eau qui vient de la nature pour donner la vie
aux habitants de la République comment elle est traitée avant d'être refoulée vers les consommateurs. Il subit l'étape de captage. En ce qui concerne l'usine d'Indili, le captage est situé sur la rivière Ndjili. Transporté par le conduit et emmené à l'état brut au niveau de l'usine, et il subit une succession de traitements. Et ils ont parcouru toute cette chaîne de traitement. Et ils ont remarqué que dans cette chaîne de traitement, il y a des équipements, des pompes, des machines, des produits chimiques qui rendent cette eau capable d'être refoulée vers le consommateur. Des projets financés par le Japon en faveur de la République démocratique du Congo viennent d'être évalués. C'était au cours d'un entretien entre le ministre de la Recherche scientifique et le nouvel ambassadeur du Japon en RDC, Cédric Keninambo. Opération win-win dans le domaine scientifique qui se consolide à travers des actions concrètes. Le nouvel ambassadeur du Japon, Shibata Kazunao, l'a dit au ministre de la Recherche scientifique, Eva Mwakasa, avec qui il s'est agi du passage en revue des projets communs, dont celui de l'installation du Centre national de télédétection. Avec le ministère de Sciences, pour le moment, nous n'avons pas encore de projet. C'est pour ça qu'on est en train de préparer le projet de Centre national de télédétection. Donc notre relation avec le ministère de Sciences, je crois que ça va commencer. Nous avons aussi abordé le problème de la calculatrice scientifique et à ces sujets-là, nous avons envoyé le projet au niveau du ministère du Plan pour qu'eux, ils travaillent afin que ce projet soit financé dans le cadre des fonds de contrepartie. Et enfin, moi, je demandais aux représentants résidents qui va rester avec nous, avec qui nous allons travailler en étroite collaboration, que nous puissions finaliser un projet qui m'est cher, c'est-à-dire l'installation d'un centre national d'oncologie dans la ville de Kinshasa. Hormis ces projets qui portent sur le Centre national de télédétection, celui du Centre national d'oncologie a la particularité de permettre à la République démocratique du Congo de se doter d'une unité de traitement du cancer, d'autant plus que près de 90% des pays africains en sont dépourvus. Justice, procès Kamwina Sampo, branche de Kinshasa, à la dernière audience, le ministère public a entendu le prévenu Mukenge, sur qui pèsent plusieurs chefs d'accusation. Donc pour nous qui avons suivi ce procès, cette instruction depuis la police, nous sommes à l'aise. Parce que lorsqu'on nie devant la barre, nous faisons recours à la police et au parquet, nous faisons une confrontation pour que la vérité éclate au grand jour. Donc il n'y a pas de stratégie à changer, c'est de confronter le prévenu à leurs propres procès-verbaux. Ceux qui peuvent avoir cette impression, ce sont des gens mal intentionnés. Nous savons que l'UDPS est un grand parti de ce pays. L'UDPS a plus de 10 millions de militants. Pourquoi on n'a pas arrêté tous les 10 millions de membres de l'UDPS? Il s'agit de personnes physiques qui se sont mis ensemble pour attenter, pour déranger le bien des personnes. Rien de l'UDPS. Si c'est fait que certains d'entre eux, ou une grande partie, est de l'UDPS, ce n'est pas un procès contre l'UDPS, c'est un procès contre les citoyens congolais qui sont mis ensemble pour décider de déranger les personnes et leurs biens. Rien de l'UDPS et rien de politique. Le prévenu Mukenge répondant aux questions posées aussi bien par les OPJ pendant l'enquête préliminaire, de Maïssa pendant l'instruction préparatoire et même devant le juge. Et il dit que lui, il est chargé de la sécurité, la personne qui s'occupe de la mobilisation des militants. Dans le cadre de ces procès, le ministère public est venu avec des preuves. Et ces preuves, il y a notamment les aveux de prévenus, il y a aussi des PV, des constats, il y a des procès-verbaux, des objets saisis entre les mains des prévenus, et ces objets sont révélateurs, sont autour des faits pour lesquels ces prévenus sont au fait des faits. Même le ministère public, il a été clair par rapport à cette question. Lui qui a une fonction
clair. Il devait en principe déposer le document au bureau. Il ne pouvait pas se promener avec ça. C'est pour vous dire qu'il est effectivement dans ce mouvement-là. En analysant les documents, vous avez suivi qu'il y a des gens qu'on est en train de rechercher. Il y a même une liste là de gens du mouvement Kamwena Sako. Donc c'est pour vous dire qu'il est membre de ce mouvement-là. Donc ce document-là, il ne pouvait pas se promener avec ça. Et le fait de détenir des documents suspects, il est dedans, il est membre de ce mouvement-là. C'est comme ça qu'on doit laisser le temps au tribunal d'évoluer avec son instruction et à la fin, vous saurez ce que le tribunal pourra nous dire. Propos recueillis par Guillaume Koukou Mamengi Pangi. Situation sécuritaire et orientation politique du PPRD pour gagner les élections dans le Kasaï central. 2 points au menu des échanges entre le secrétaire permanent du parti présidentiel et le gouverneur de cette province, Denis Kambaï. Je suis venu voir le secrétaire permanent de notre parti à double titre. D'abord parce que c'est lui qui avait pratiquement piloté sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République la conférence sur la paix, réconciliation et le développement de l'espace du Kasaï. Il y avait des recommandations et des résolutions qui étaient prises. Il fallait que nous puissions encore échanger autour de cette question. Et à deuxième titre, en tant que notre permanent, vous savez, le train est en train d'aller directement vers les élections. Je devais avoir certaines orientations en tant que notre permanent. Et nous, en tant que fédéral au niveau de la province du Kasaï central, nous devons donner l'image de ce que nous comptons faire exactement au regard des élections. Voilà. Les choses sérieuses ont déjà commencé et nous ne devons pas être distraits au niveau de la province du Kasaï central. C'est cette province qui a tant souffert. Et heureusement, après la conférence sur la paix et la réconciliation, plus de 90% de nos fils et filles du Kasaï central ont compris que nous devons faire l'essentiel. Et nous espérons maintenant qu'avec les images et mon séjour ici à Kinshasa, nous allons encore faire beaucoup de travail sur terrain. L'INSS dispose d'un nouveau centre médical à Kinshasa. Pour un début, seuls 2 services sont opérationnels, la dentisterie et la kinésithérapie. Cette formation médicale a été inaugurée par le ministre d'État au Travail, Lambert Matoukou-Memas. Vital Pagabita. L'accompagnement de sa tutelle, l'INSS poursuit ses actions éminemment sociales. La dernière en date est cette inauguration du centre médical de grand standing avec 2 grandes unités, la kinésithérapie et la dentisterie. Pour le président du conseil d'administration de l'INSS, Sekimonyo Amagango, comme au-delà de la dimension sociale, il s'agit là d'une valeur de croissance. De son côté, la directrice générale de l'INSS, Agnès Mouad Nawesh Katang, souligne l'INSS est en train d'améliorer la qualité tout d'abord de ses services. L'INSS est en train de réduire pratiquement toutes les dépenses à travers les structures aujourd'hui, comme son Excellence Monsieur le ministre d'État a inauguré les 2 structures de dentisterie et de kinésithérapie. Donc ça va nous aider à améliorer les qualités de services, pratiquement de soins de notre personnel et des assurés sociaux. Le ministre d'État, ministre du Travail, Emploi et Prévention sociale, Lambert Matoukou-Memas, qu'accompagnait le vice-ministre Atis Kabongo, trouve en cette réalisation la matérialisation de la vision du chef de l'État. Nous avons des services et des structures sous tutelle qui font exactement ce qu'ils doivent faire. Ils se mettent à fond dans la ligne de programme que nous avons au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévention sociale et dans la droite ligne de ce que nous avons obtenu du Premier ministre et du Président de la République comme lettre de mission pour l'amélioration des conditions sociales des travailleurs, mais aussi pour l'amélioration des conditions sociales du Congolais en général. Après la coupure du ruban symbolique, il s'en est suivi la visite des installations. Ici, les équipements sont de la dernière génération. Ainsi, la direction de l'action sanitaire et sociale de l'INSS se remplit davantage. La RDC s'active à la promotion des droits et libertés de la femme. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safo, l'a dit au cours de la 62e session de la Commission sur la condition des femmes tenue à New York. Reportage Suzingoy.
La participation des femmes dans la consolidation de la paix et sécurité, sujet au centre du panel en marge de la 62e session de la Commission de la condition de la femme. Représentant la RDC à ses assises, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Chantal Safou, a présenté l'engagement de son pays avec l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dans la modification de plusieurs conventions relatives aux droits et libertés des femmes, les textes juridiques sur l'égalité de sexe et l'autonomisation de la femme, ainsi que le plan d'action national de la résolution 1325. C'est depuis 2002 que le pays a adhéré à la résolution 1325. Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'intégrer la dimension genre dans la prévention, la gestion et le règlement des conflits connexes. Le pays s'est ainsi résolu à respecter les résolutions issues des dialogues intercongolais et de paix quant à la représentativité des femmes, traduite en politique et programme du gouvernement sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange. La ministre du Genre a également évoqué le partenariat du gouvernement congolais avec l'ONU Femmes et le PNUD dans le renforcement des capacités des femmes rurales. Plusieurs intervenantes se sont succédées pour le compte de la RDC, parmi lesquelles la représentante de l'ONU Femmes en RDC, la ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, une femme membre de l'Assemblée plénière de la CENI et le secrétaire général de la Commission internationale de droits de l'homme. La population de Lodja dans la province du Sankoro sensibilisée sur le bien fondé de la machine à voter, c'est un cadre du parti de la Convention des Congolais Unis qui s'est livré à cet exercice. Les élections se confirment de plus en plus en République démocratique du Congo. La Convention des Congolais unis se met en ordre de bataille. Marc Lombangu Lohenda, l'un des hauts cadres de ces partis politiques, vient de sensibiliser la population de Lodja sur la machine à voter pour les élections qui pointent à l'horizon. Comme vous savez, dernièrement, le Parlement a eu à modifier la loi électorale. Et il y a beaucoup d'enjeux dans cette loi électorale, notamment la machine à voter et l'essai. C'est à ce titre, en tant que cadre du parti, je suis arrivé ici pour sensibiliser la population à bien comprendre ce que c'est la machine à voter, quels en sont les inconvénients et les avantages, et particulièrement l'essai, pour sensibiliser, pour informer et former nos militants. La population de Lodja nous a démontré que la CCI est et reste la première force politique au Sankuru. Vous avez observé depuis l'aéroport jusqu'ici à ma résidence, la population est alliée, c'est très contente de voir un grand cadre qui vient de Kinshasa pour la sensibiliser sur les enjeux électoraux. Marc Lombangu Lohenda a, au terme de sa sensibilisation, remercié le militant de la Convention des Congolais unis pour l'accueil lui réservé. Revenons à Kinshasa pour terminer ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Retrouvez à 22h Marie Calon pour la suite de l'actualité. Je vous retrouve demain à 20h. Parce que l'éducation est un pilier essentiel du développement durable, nous soutenons l'éducation des enfants pour le meilleur de leur avenir. Parce que l'intégration de tous et des plus vulnérables est une priorité, nous soutenons la formation, vecteur de croissance durable. Parce qu'être solidaire, c'est aimer son prochain et accepter de l'aider. Nous comprenons qu'ensemble, tout est possible. Nous partageons ces valeurs et mettons en place des projets avec un impact fort et durable en Afrique. Fondation BGF Bank pour les générations futures.
position du gouvernement de la République autour de sa participation à la conférence de haut niveau des donateurs sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo, prévue le 13 avril 2018 à Genève, en Suisse. La République démocratique du Congo fait face depuis plus de 2 décennies à une crise humanitaire complexe, conséquence des conflits armés, des situations d'urgence, sans oublier l'afflux de millions de réfugiés qui viennent de pays voisins, ainsi que la survenance des épidémies. Cette situation, le moins qu'on puisse le dire, est connue de tout le monde. Lundi 12 mars dernier, une rencontre de haut niveau s'est tenue à Kinshasa entre d'une part la délégation conduite par Madame la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement du Royaume des Pays-Bas, qu'accompagnait Monsieur le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur de secours d'urgence des Nations Unies, et d'autre part, le gouvernement de mon pays, représenté par le vice-premier ministre, ministre des Transports et Communications, faisant l'intérim du Premier ministre, et le ministre de la Solidarité et Action humanitaire. En effet, au cours de cette réunion, il a été question de revisiter l'activation du niveau d'urgence humanitaire le plus élevé dans le système humanitaire international, soit le L3, dont a fait l'objet la République démocratique du Congo. À cette occasion, la République démocratique du Congo, par ma voix, a fait entendre, en récusant le positionnement que nous avons qualifié d'excessif au L3, tout en reconnaissant que le pays fait face à des situations d'urgence. Cela n'appelle nullement à une considération aussi accrue, telle que soutenue par les organismes et ONG qui véhiculent une mauvaise image de la République démocratique du Congo à travers le monde. En outre, la République démocratique du Congo a dénoncé la discordance des statistiques sur la situation humanitaire entre celles fournies par le gouvernement, établies par les différents services habilités dans la collecte des données sur le terrain et celles provenant de la communauté humanitaire. En effet, avec le retour de la paix dans les espaces kassaïens et nord-katangais, ainsi que la maîtrise de la situation globale sur le terrain, des résultats ont rendu possible le renforcement de la protection des civils, y compris les acteurs humanitaires, longtemps victimes des attaques de la part de groupes terroristes. Ainsi, pour harmoniser nos points de vue sur cette matière, a-t-il été décidé de convoquer avant la rencontre de Genève une réunion pour avoir un même entendement dans la conduite des affaires humanitaires en République démocratique du Congo. Cette réunion aurait eu le privilège d'harmoniser le point de vue des membres de la délégation de la République démocratique du Congo, à savoir le gouvernement et la communauté humanitaire pays, pour que celle-ci parle le même langage. Cette rencontre ne s'étant pas tenue et ayant suivi plusieurs déclarations que nous qualifions de mensongères, faites par certaines organisations humanitaires, tendant à intoxiquer l'opinion tant nationale qu'internationale, pendant que leurs représentants ont reconnu lors de la séance de travail du 12 avril 2018 que la situation humanitaire au pays s'est améliorée. La République démocratique du Congo décline sa participation à la conférence de Genève. Car, en effet, au cours de la rencontre sus-évoquée, nous avons pris soin de faire remarquer à la communauté humanitaire que la République démocratique du Congo, pays post-conflit,
en quête de son redressement, l'activation du niveau d'urgence humanitaire le plus élevé, basé sur des faits qui ne sont pas réels, constitue un frein pour son développement. Une attitude qui décourage les opérateurs économiques qui veulent y investir, au moment même où le gouvernement a fourni de gros efforts pour stabiliser le cadre macroéconomique du pays. L'aide humanitaire étant un acte ponctuel et bien ciblé, destiné à sauver des vies humaines et à soulager des souffrances dans un temps précis, ne peut contribuer au développement d'un pays. Le développement d'un pays est le résultat de l'investissement durable. Au regard des efforts fournis par la République démocratique du Congo jusqu'alors, ainsi que des résultats sur terrain, je rends hommage au président de la République, chef de l'État, pour son engagement solennel au processus devant conduire à la réforme du système humanitaire en République démocratique du Congo, lequel engagement s'est matérialisé par la création du ministère en charge des actions humanitaires, et cela en application des recommandations du sommet humanitaire mondial tenu à Istanbul en mai 2016, ainsi qu'au gouvernement de la République qui, lors du Conseil des ministres du 24 février 2018, a décidé la création du Fonds national de solidarité humanitaire. Ceci pour confirmer que la République démocratique du Congo est respectueuse de ses engagements internationaux. En bref, le gouvernement de la République démocratique du Congo conditionne sa décision de participer à la rencontre de Genève à l'harmonisation de vues entre le gouvernement et les partenaires humanitaires, notamment sur les indicateurs de la situation humanitaire actuelle en République démocratique du Congo. Je vous remercie.